Au bonheur des dames, partie 3, chapitre 3. Chaque samedi, de 4 à 6, Madame Desforges offrait une tasse de thé et des gâteaux aux personnes de son intimité qui voulaient bien la venir voir. L'appartement se trouvait au 3e, à l'encoignure des rues de Rivoli et d'Alger, et les fenêtres des 2 salons ouvraient sur le jardin des Tuileries. Justement, ce samedi-là, comme un domestique allait l'introduire dans le grand salon, Mouret aperçut de l'antichambre, par une porte restée ouverte, Madame Desforges qui traversait le petit salon. Elle s'était arrêtée en le voyant, et il entra par là. Il la salua d'un air de cérémonie. Puis, quand le domestique eut refermé la porte, il saisit vivement la main de la jeune femme, qu'il baisa avec tendresse. « Prends garde, il y a du monde, » dit-elle tout bas en désignant d'un signe la porte du grand salon. « Je suis allée chercher cet éventail pour le leur montrer. » Et, du bout de l'éventail, elle lui donna gaiement un léger coup au visage. Elle était brune, un peu forte, avec de grands yeux jaloux, mais il avait gardé sa main. Il demanda. Viendra-t-il ? Sans doute, répondit-elle. J'ai sa promesse. Tous deux parlaient du baron Hartmann, directeur du Crédit Immobilier. Madame Desforges, fille d'un conseiller d'État, était veuve d'un homme de bourse qui lui avait laissé une fortune niée par les uns, exagérée par les autres. Du vivant même de celui-ci, disait-on, elle s'était montrée reconnaissante pour le baron Hartmann, dont les conseils de grands financiers profitaient aux ménages. Et, plus tard, après la mort du mari, la liaison devait avoir continué, mais toujours discrètement, sans une imprudence, sans un éclat. Jamais Madame Desforges ne s'affichait. On la recevait partout, dans la haute bourgeoisie où elle était née. Même aujourd'hui, que la passion du banquier, homme sceptique et fin, tournait à une simple affection paternelle, si elle se permettait d'avoir des amants qu'il lui tolérait, elle apportait, dans ses coups de cœur, une mesure et un tact si délicats, une science du monde si adroitement appliquée que les apparences restaient sauves et que personne ne se serait permis de mettre tout haut son honnêteté en doute. Ayant rencontré Mouret chez des amis communs, elle l'avait détesté d'abord, puis elle s'était donnée plus tard, comme emportée dans le brusque amour dont il l'attaquait, et, depuis qu'il manœuvrait de manière à tenir par elle le baron, elle se prenait peu à peu d'une tendresse vraie et profonde. Elle l'adorait avec la violence d'une femme de 35 ans déjà, qui n'en avouait que 29, désespérée de le sentir plus jeune, tremblant de le perdre. « Est-il au courant ?» reprit-il. « Non, vous lui expliquerez vous-même l'affaire, » répondit-elle, cessant de le tutoyer. Elle le regardait, elle songeait qu'il ne devait rien savoir pour l'employer ainsi auprès du baron, en affectant de le considérer simplement comme un vieil ami à elle. Mais il lui tenait toujours la main. Il l'appelait sa bonne Henriette, et elle sentit son cœur se fondre. Silencieusement, elle tendit les lèvres, les appuya sur les siennes, puis, à voix basse, « Chut, on m'attend. Entre derrière moi. » Des voix légères venaient du grand salon, assourdies par les tentures. Elle poussa la porte, dont elle laissa les 2 battants ouverts, et elle remit l'éventail à une des 4 dames qui étaient assises au milieu de la pièce. « Tenez, le voilà, dit-elle. Je ne savais plus, jamais ma femme de chambre ne l'aurait trouvé. » Et, se tournant, elle ajouta de son air gai. « Entrez donc, monsieur Mouret, passez par le petit salon. Ce sera moins solennel. » Mouret salua ces dames qu'il connaissait. Le salon, avec son meuble Louis XVI de brocatelle à bouquets, ses bronzes dorés, ses grandes plantes vertes, avait une intimité tendre de femme malgré la hauteur du plafond. Et, par les 2 fenêtres, on apercevait les marronniers des Tuileries,
dont le vent d'octobre balayait les feuilles. « Mais il n'est pas vilain du tout, ce Chantilly !» s'écria madame Bourdelais, qui tenait l'éventail. C'était une petite blonde de 30 ans, le nez fin, les yeux vifs, une amie de pension d'Henriette, qui avait épousé un sous-chef du ministère des Finances. De vieille famille bourgeoise, elle menait son ménage et ses 3 enfants avec une activité, une bonne grâce, un flair exquis de la vie pratique. « Et tu as payé le morceau 25 francs ?» reprit-elle en examinant chaque maille de la dentelle. « Hein ? Tu dis à Luc, chez une ouvrière du pays ? » « Non, non, ce n'est pas cher. Mais il a fallu que tu le fisses monter. »« Sans doute, » répondit madame Desforges, « la monture me coûte 200 francs. » Alors madame Bourdelais se mit à rire. Si c'était là ce qu'Henriette appelait une occasion, 200 francs, une simple monture d'ivoire, avec un chiffre, et pour un bout de Chantilly qui lui avait bien fait économiser 100 sous. On trouvait à 120 francs les mêmes éventails tout montés. Elle cita une maison rue Poissonnière. Cependant, l'éventail faisait le tour de ces dames. Madame Guibal lui accorda à peine un coup d'œil. Elle était grande et mince, de cheveux roux, avec un visage noyé d'indifférence, où ses yeux gris mettaient par moments, sous son air détaché, les terribles fins de l'égoïsme. Jamais on ne la voyait en compagnie de son mari, un avocat connu au palais, qui, disait-on, menait de son côté la vie libre, tout à ses loisirs et à ses plaisirs. « Oh !» murmura-t-elle en passant l'éventail à madame de Boves. « Je n'en ai pas acheté 2 dans ma vie. On vous en donne toujours de trop. » La comtesse répondit d'une voix finement ironique. « Vous êtes heureuse, ma chère, d'avoir un mari galant ?» Et, se penchant vers sa fille, une grande personne de 20 ans et demi, « Regarde donc le chiffre, Blanche. Quel joli travail. C'est le chiffre qui a dû augmenter ainsi la monture. » Madame de Boves venait de dépasser la 40aine. C'était une femme superbe, à encolure de déesse, avec une grande face régulière et de larges yeux dormants, que son mari, inspecteur général des haras, avait épousée pour sa beauté. Elle paraissait toute remuée par la délicatesse du chiffre, comme envahie d'un désir dont l'émotion pâlissait son regard. Et, brusquement, « Donnez-nous donc votre avis, monsieur Mouret. Est-ce trop cher, 200 francs, cette monture ?» Mouret était resté debout, au milieu des 5 femmes, souriant, s'intéressant à ce qui les intéressait. Il prit l'éventail, l'examina, et il allait se prononcer lorsque le domestique ouvrit la porte en disant « Madame Marty ». Une femme maigre entra, laide, ravagée de petites vérolles, mise avec une élégance compliquée. Elle était sans âge, ses 35 ans en valaient 40 ou 30, selon la fièvre nerveuse qui l'animait. Un sac de cuir rouge, qu'elle n'avait pas lâché, pendait à sa main droite. « Chère madame, dit-elle à Henriette, vous m'excusez avec mon sac. Imaginez-vous, en venant vous voir, je suis entrée au bonheur, et comme j'ai encore fait des folies, je n'ai pas voulu laisser ceci en bas, dans mon fiacre, de peur d'être volée. » Mais elle venait d'apercevoir Mouret. Elle reprit en riant. « Ah, monsieur, ce n'était point pour vous faire de la réclame, puisque j'ignorais que vous fussiez là. Vous avez vraiment, en ce moment, des dentelles extraordinaires. » Cela détourna l'attention de l'éventail, que le jeune homme posa sur un guéridon. Maintenant, ces dames étaient prises du besoin curieux de voir ce que madame Marty avait acheté. On la connaissait pour sa rage de dépense, sans force devant la tentation, d'une honnêteté stricte, incapable de céder à un amant, mais tout de suite lâche et la chair vaincue devant le moindre bout de chiffon. Fille d'un petit employé, elle ruinait aujourd'hui son mari, professeur de 5e au lycée Bonaparte, qui devait doubler ses 6 000 francs d'appointement en courant le cachet pour suffire au budget sans cesse croissant du ménage.
et elle n'ouvrait pas son sac. Elle le serrait sur ses genoux, parlait de sa fille Valentine, âgée de 14 ans, une de ses coquetteries les plus chères, car elle l'habillait comme elle, de toutes les nouveautés de la mode dont elle subissait l'irrésistible séduction. « Vous savez, expliqua-t-elle, on fait cet hiver aux jeunes filles des robes garnies d'une petite dentelle. Naturellement, quand j'ai vu une Valencienne très jolie, elle se décida enfin à ouvrir le sac. Ces dames allongeaient le cou, lorsque, dans le silence, on entendit le timbre de l'antichambre. « C'est mon mari, balbutia madame Marty, pleine de trouble. Il doit venir me chercher en sortant de Bonaparte. » Vivement, elle avait refermé le sac, et elle le fit disparaître sous un fauteuil, d'un mouvement instinctif. Toutes ces dames se mirent à rire. Alors, elle rougit de sa précipitation. Elle le reprit sur ses genoux, en disant que les hommes ne comprenaient jamais et qu'ils n'avaient pas besoin de savoir. « Monsieur de Bove, monsieur de Valagnosc !» annonça le domestique. Ce fut un étonnement. Madame de Bove elle-même ne comptait pas sur son mari. Ce dernier, bel homme, portant les moustaches à l'impériale, de l'air militairement correct aimé des Tuileries, baisa la main de madame Desforges, qu'il avait connue jeune chez son père. Et il s'effaça pour que l'autre visiteur, un grand garçon pâle, d'une pauvreté de sang distinguée, pût à son tour saluer la maîtresse de la maison. Mais, à peine la conversation reprenait-elle, que 2 légers cris s'élevèrent. « Comment ? C'est toi, Paul ? Tiens, Octave !» Mouret et Valagnosc se serraient les mains. À son tour, madame Desforges témoignait sa surprise. Ils se connaissaient donc ? Certes, ils avaient grandi côte à côte au collège de Plassans, et le hasard était qu'ils ne se fussent pas encore rencontrés chez elle. Cependant, les mains toujours liées, ils passèrent en plaisantant dans le petit salon, au moment où le domestique apportait le thé, un service de Chine sur un plateau d'argent, qu'il posa près de madame Desforges, au milieu du guéridon de marbre, à légère galerie de cuivre. Ces dames se rapprochaient, causaient plus haut, toutes aux paroles sans fin qui se croisaient, pendant que M. de Bove, debout derrière elles, se penchait par instants, disait un mot avec sa galanterie de beau fonctionnaire. La vaste pièce, si tendre et si gaie d'ameublement, s'égayait encore de ces voix bavardes, coupées de rire. « Ah, ce vieux Paul !» répétait Mouret. Il s'était assis près de Valagnosc, sur un canapé. Seul au fond du petit salon, un boudoir très coquet tendu de soie bouton d'or, loin des oreilles et ne voyant plus eux-mêmes ces dames que par la porte grande ouverte, ils ricanèrent, les yeux dans les yeux, en s'allongeant des tapes sur les genoux. Toute leur jeunesse s'éveillait, le vieux collège de Plassans, avec ses 2 cours, ses études humides, et le réfectoire où l'on mangeait tant de morues, et le dortoir où les oreillers volaient de lit en lit dès que le pion ronflait. Paul, d'une ancienne famille parlementaire, petite noblesse ruinée et boudeuse, était un fort anthème, toujours premier, donné en continuel exemple par le professeur, qui lui prédisait le plus bel avenir, tandis qu'Octave, à la queue de la classe, pourrissait parmi les cancres, heureux et gras, se dépensant au dehors en plaisirs violents. Malgré leurs différences de nature, une camaraderie étroite les avait pourtant rendus inséparables, jusqu'à leur baccalauréat, dont ils s'étaient tirés, l'un avec gloire, l'autre tout juste d'une façon suffisante, après 2 épreuves fâcheuses. Puis l'existence les avait emportés, et ils se retrouvaient au bout de 10 ans, déjà changés et vieillis. « Voyons, » demanda Mouret, « que deviens-tu ? » « Mais je ne deviens rien. » Valagnosc, dans la joie de leur rencontre, gardait son air las et désenchanté, et, comme son ami, étonné, insistait, en disant « Enfin, tu fais bien quelque chose. Que fais-tu ?»« Rien, » répondit-il. Octave se mit à rire. Rien, ce n'était pas assez. Phrase à phrase, il finit par obtenir l'histoire de Paul,
l'histoire commune des garçons pauvres qui croient devoir à leur naissance de rester dans les professions libérales et qui s'enterrent au fond d'une médiocrité vaniteuse, heureux encore quand ils ne crèvent pas la faim avec des diplômes plein leurs tiroirs. Lui avait fait son droit par tradition de famille, puis il était demeuré à la charge de sa mère veuve, qui ne savait déjà comment placer ses 2 filles. Une honte, enfin, l'avait pris, et, laissant les 3 femmes vivre mal des débris de leur fortune, il était venu occuper une petite place au ministère de l'Intérieur, où il se tenait enfoui, comme une taupe dans son trou. « Et qu'est-ce que tu gagnes ?» reprit Mouret. 3 000 francs. Mais c'est une pitié. Ah, mon pauvre vieux, ça me fait de la peine pour toi. Comment, un garçon si fort qui nous roulait tous, et il ne te donne que 3 000 francs, après t'avoir abruti pendant 5 ans déjà. Non, ce n'est pas juste. Il s'interrompit, il fit un retour sur lui-même. Moi, je leur ai tiré ma révérence. Tu sais ce que je suis devenu ? Oui, dit Valagnosc. On m'a conté que tu étais dans le commerce. Tu as cette grande maison de la place Gaillon, n'est-ce pas ? C'est cela. Calicot, mon vieux. Mouret avait relevé la tête, et il lui tapa de nouveau sur le genou. Il répéta avec la gaieté solide d'un gaillard sans honte pour le métier qui l'enrichissait. Calicot, en plein. Ma foi, tu te rappelles ? Je ne mordais guère à leur machine, bien qu'au fond, je ne me sois jamais jugé plus bête qu'un autre. Quand j'ai eu passé mon bachot, pour contenter ma famille, j'aurais parfaitement pu devenir un avocat ou un médecin comme les camarades. Mais ces métiers-là m'ont fait peur. Tant on voit de gens y tirer la langue. Alors, mon Dieu, j'ai jeté la peau d'âne au vent. Oh, sans regret, et j'ai piqué une tête dans les affaires. Valagnosc souriait d'un air d'embarras. Il finit par murmurer. Il est de fait que ton diplôme de bachelier ne doit pas te servir à grand-chose pour vendre de la toile. Ma foi, répondit Mouret joyeusement, tout ce que je demande, c'est qu'il ne me gêne pas. Et, tu sais, quand on a eu la bêtise de se mettre ça entre les jambes, il n'est pas commode de s'en dépêtrer. On s'en va à pas de tortue dans la vie, lorsque les autres, ceux qui ont les pieds nus, courent comme des dératés. Puis, remarquant que son ami semblait souffrir, il lui prit les mains. Il continua. « Voyons, je ne veux pas te faire de la peine, mais avoue que tes diplômes n'ont satisfait aucun de tes besoins. Sais-tu que mon chef de rayon, à la soie, touchera plus de 12 000 francs cette année ? Parfaitement, un garçon d'une intelligence très nette, qui s'en est tenu à l'orthographe et aux 4 règles. Les vendeurs ordinaires, chez moi, se font 3 et 4 000 francs, plus que tu ne gagnes toi-même. Et ils n'ont pas coûté tes frais d'instruction. Ils n'ont pas été lancés dans le monde avec la promesse signée de le conquérir. Sans doute, gagner de l'argent n'est pas tout. Seulement, entre les pauvres diables frottés de science qui encombrent les professions libérales, sans y manger à leur faim, et les garçons pratiques, armés pour la vie, sachant à fond leur métier, ma foi, je n'hésite pas. Je suis pour ceci contre cela. Je trouve que les gaillards comprennent joliment leur époque. Sa voix s'était échauffée. Henriette, qui servait le thé, avait tourné la tête. Quand il la vit sourire, au fond du grand salon, et qu'il aperçut 2 autres dames prêtant l'oreille, il s'égaya le premier de ces phrases. « Enfin, mon vieux, tout calicot qui débute est aujourd'hui dans la peau d'un millionnaire. » Valagnosc se renversait mollement sur le canapé. Il avait fermé les yeux à demi, dans une pose de fatigue et de dédain, où une pointe d'affectation s'ajoutait au réel épuisement de sa race. « Bah, murmura-t-il, la vie ne vaut pas tant de peine. Rien n'est drôle. » Et, comme Mouret, révolté, le regardait d'un air de surprise, il ajouta « Tout arrive et rien n'arrive. Autant rester les bras croisés. » Alors, il dit son pessimisme, les médiocrités et les avortements de l'existence. Un moment, il avait rêvé de littérature, et il lui était resté de sa fréquentation avec des poètes une désespérance universelle. Toujours, il concluait à l'inutilité de l'effort, à l'ennui des heures également vides,
à la bêtise finale du monde. Les jouissances rataient, il n'y avait pas même de joie à mal faire. « Voyons, est-ce que tu t'amuses, toi ?» finit-il par demander. Mouret en était arrivé à une stupeur d'indignation. Il cria « Comment, si je m'amuse ? Ah ça, que chantes-tu ? Tu en es là, mon vieux ? Mais sans doute je m'amuse, et même lorsque les choses craquent, parce qu'alors je suis furieux de les entendre craquer. Moi, je suis un passionné. Je ne prends pas la vie tranquillement, c'est ce qui m'y intéresse peut-être. » Il jeta un coup d'œil vers le salon. Il baissa la voix. « Oh, il y a des femmes qui m'ont bien embêté, ça, je le confesse. Mais quand j'en tiens une, je la tiens, que diable, et ça ne rate pas toujours. Et je ne donne ma part à personne, je t'assure. Puis, ce ne sont pas encore les femmes dont je me moque après tout. Vois-tu, c'est de vouloir et d'agir, c'est de créer, enfin. Tu as une idée, tu te bats pour elle, tu l'enfonces à coups de marteau dans la tête des gens, tu la vois grandir et triompher. Ah oui, mon vieux, je m'amuse. » Toute la joie de l'action, toute la gaieté de l'existence sonnait dans ses paroles. Il répéta qu'il était de son époque. Vraiment, il fallait être mal bâti, avoir le cerveau et les membres attaqués pour se refuser à la besogne en un temps de si large travail, lorsque le siècle entier se jetait à l'avenir. Et il raillait les désespérés, les dégoûtés, les pessimistes, tous ces malades de nos sciences commençantes, qui prenaient des airs pleureurs de poètes ou des mines pincées de sceptiques au milieu de l'immense chantier contemporain. Un joli rôle, et propre et intelligent, que de bâiller d'ennui devant le labeur des autres. « C'est mon seul plaisir, de bâiller devant les autres, » dit Valagnosc en souriant de son air froid. Du coup, la passion de Mouret tomba. Il redevint affectueux. Ah, ce vieux Paul, toujours le même, toujours paradoxal, hein ? Nous ne nous retrouvons pas pour nous quereller. Chacun a ses idées, heureusement. Mais il faudra que je te montre ma machine en branle. Tu verras que ce n'est pas si bête. Allons, donne-moi des nouvelles. Ta mère et tes sœurs se portent bien, j'espère. Et n'as-tu pas dû te marier à Plassans il y a 6 mois ? Un mouvement brusque de Valagnosc l'arrêta, et, comme celui-ci avait fouillé le salon d'un regard inquiet, il se tourna à son tour. Il remarqua que mademoiselle de Boves ne les quittait pas des yeux. Grande et forte, Blanche ressemblait à sa mère. Seulement, chez elle, le masque s'empâtait déjà, les traits gros, soufflés d'une mauvaise graisse. Paul, sur une question discrète, répondit que rien n'était fait encore. Peut-être même rien ne se ferait. Il avait connu la jeune personne chez madame Desforges, où il était venu beaucoup l'autre hiver, mais où il ne reparaissait que rarement, ce qui expliquait comment il avait pu ne pas s'y rencontrer avec Octave. À leur tour, les Boves le recevaient, et il aimait surtout le père, un ancien viveur qui prenait sa retraite dans l'administration. D'ailleurs, pas de fortune. Madame de Boves n'avait apporté à son mari que sa beauté de Junon. La famille vivait d'une dernière ferme hypothéquée aux minces produits de laquelle s'ajoutaient heureusement les 9 000 francs touchés par le comte, comme inspecteur général des haras. Et ces dames, la mère et la fille, très serrées d'argent par celui-ci, que des coups de tendresse continuaient à dévorer au dehors, en étaient parfois réduites à refaire leurs robes elles-mêmes. « Alors, pourquoi ?» demanda simplement Mouret. « Mon Dieu, il faut bien en finir, » dit Valagnosc avec un mouvement fatigué des paupières. « Et puis, il y a des espérances. Nous attendons la mort prochaine d'une tante. » Cependant, Mouret, qui ne quittait plus du regard M. de Boves, assis près de madame Guibal, empressé, avec le rire tendre d'un homme en campagne, se retourna vers son ami et cligna les yeux d'un air tellement significatif que ce dernier ajouta : « Non, pas celle-ci. Pas encore, du moins. Le malheur est que son service l'appelle aux 4 coins de la France, dans les dépôts d'étalons, et qu'il a de la sorte de continuels prétextes pour disparaître.
Le mois passé, tandis que sa femme le croyait à Perpignan, il vivait à l'hôtel, en compagnie d'une maîtresse de piano au fond d'un quartier perdu. Il y eut un silence. Puis le jeune homme, qui surveillait à son tour les galanteries du comte auprès de madame Guibal, reprit tout bas. « Ma foi, tu as raison. D'autant plus que la chère dame n'est guère farouche, à ce qu'on raconte. Il y a sur elle une histoire d'officier bien drôle. Mais regarde-le donc, est-il comique, à la magnétiser du coin de l'œil? La vieille France, mon cher. Moi, je l'adore, cet homme-là, et il pourra bien dire que c'est pour lui, si j'épouse sa fille. » Mouret riait, très amusé. Il questionna de nouveau Valagnosc, et quand il sut que la première idée d'un mariage entre celui-ci et Blanche venait de madame Desforges, il trouva l'histoire meilleure encore. Cette bonne Henriette goûtait un plaisir de veuve à marier les gens, si bien que, lorsqu'elle avait pourvu les filles, il lui arrivait de laisser les pères choisir des amis dans sa société. Mais cela naturellement, en toute bonne grâce, sans que le monde y trouvât jamais matière à scandale. Et Mouret, qui l'aimait en homme actif et pressé, habitué à chiffrer ses tendresses, oubliait alors tout calcul de séduction et se sentait pour elle une amitié de camarade. Justement, elle parut à la porte du petit salon, suivie d'un vieillard âgé d'environ 60 ans, dont les deux amis n'avaient pas remarqué l'entrée. Ces dames prenaient par moments des voix aiguës que le léger tintement des cuillères dans les tasses de Chine accompagnait, et l'on entendait de temps à autre, au milieu d'un court silence, le bruit d'une soucoupe trop vivement reposée sur le marbre du guéridon. Un brusque rayon du soleil couchant, qui venait de paraître au bord d'un grand nuage, dorait les cimes des marronniers du jardin, entrait par les fenêtres en une poussière d'or rouge, dont l'incendie allumait la brocatelle et les cuivres des meubles. « Par ici, mon cher baron, » disait madame Desforges, « je vous présente monsieur Octave Mouret, qui a le plus vif désir de vous témoigner sa grande admiration. » Et, se tournant vers Octave, elle ajouta « Monsieur le baron Hartmann. » Un sourire pinçait finement les lèvres du vieillard. C'était un homme petit et vigoureux, à grosse tête alsacienne, et dont la face épaisse s'éclairait d'une flamme d'intelligence au moindre pli de la bouche, au plus léger clignement des paupières. Depuis 15 jours, il résistait au désir d'Henriette qui lui demandait cette entrevue. Non pas qu'il éprouvât une jalousie exagérée, résigné en homme d'esprit à son rôle de père, mais parce que c'était le troisième ami dont Henriette lui faisait faire la connaissance, et qu'à la longue, il craignait un peu le ridicule. Aussi, en abordant Octave, avait-il le rire discret d'un protecteur riche, qui, s'il veut bien se montrer charmant, ne consent pas à être dupe. « Oh, monsieur, » disait Mouret avec son enthousiasme de Provençal, « la dernière opération du crédit immobilier a été si étonnante. Vous ne sauriez croire combien je suis heureux et fier de vous serrer la main. »« Trop aimable, monsieur, trop aimable, » répétait le baron, toujours souriant. Henriette les regardait de ses yeux clairs, sans un embarras. Elle restait entre les deux, levait sa jolie tête, allait de l'un à l'autre, et, dans sa robe de dentelle qui découvrait ses poignets et son cou délicat, elle avait un air ravi à les voir si bien d'accord. « Messieurs, finit-elle par dire, je vous laisse causer. » Puis, se tournant vers Paul, qui s'était mis debout, elle ajouta : « Voulez-vous une tasse de thé, monsieur de Valagnosc ? » ?»« Volontiers, madame. » Et tous deux rentrèrent dans le salon. Lorsque Mouret eut repris sa place sur le canapé, près du baron Hartmann, il se répandit en nouveaux éloges à propos des opérations du crédit immobilier. Puis il attaqua le sujet qui lui tenait au cœur. Il parla de la nouvelle voie, du prolongement de la rue Réaumur, dont on allait ouvrir une section, sous le nom de rue du 10 décembre, entre la place de la Bourse et la place de l'Opéra. L'utilité publique était déclarée depuis 18 mois. Le jury d'expropriation venait d'être nommé.
Tout le quartier se passionnait pour cette trouée énorme, s'inquiétant de l'époque des travaux, s'intéressant aux maisons condamnées. Il y avait près de 3 ans que Mouret attendait ces travaux. D'abord dans la prévision d'un mouvement plus actif des affaires, ensuite avec des ambitions d'agrandissement qu'il n'osait avouer tout haut, tant son rêve s'élargissait. Comme la rue du 10 décembre devait couper la rue de Choiseul et la rue de la Michaudière, il voyait le bonheur des dames envahir tout le pâté entouré par ces rues et la rue Neuve-Saint-Augustin. Il l'imaginait déjà avec une façade de palais sur la voie nouvelle, dominateur, maître de la ville conquise. Et de là était né son vif désir de connaître le baron Hartmann, lorsqu'il avait appris que le Crédit Immobilier, par un traité passé avec l'administration, prenait l'engagement de percer et d'établir la rue du 10 décembre, à la condition qu'on lui abandonnerait la propriété des terrains en bordure. « Vraiment, répétait-il en tâchant de montrer un air naïf, vous leur livrerez la rue toute faite, avec les égouts, les trottoirs, les becs de gaz, et les terrains en bordure suffiront pour vous indemniser ? Oh, c'est curieux, très curieux. » Enfin, il arriva au point délicat. Il avait su que le Crédit Immobilier faisait, secrètement, acheter les maisons du pâté où se trouvait le bonheur des dames, non seulement celles qui devaient tomber sous la pioche des démolisseurs, mais encore les autres, celles qui allaient rester debout. Et il flairait là le projet de quelque établissement futur. Il était très inquiet pour les agrandissements dont il élargissait le rêve, pris de peur à l'idée de se heurter un jour contre une société puissante, propriétaire d'immeubles qu'elle ne lâcherait certainement pas. C'était même cette peur qu'il avait décidé à mettre au plus tôt un lien entre le baron et lui, le lien aimable d'une femme, si étroit entre les hommes de nature galante. Sans doute, il aurait pu voir le financier dans son cabinet pour causer à l'aise de la grosse affaire qu'il voulait lui proposer. Mais il se sentait plus fort chez Henriette. Il savait combien la possession commune d'une maîtresse rapproche et attendrit. Être tous les deux chez elle, dans son parfum aimé, la voir là prête à les convaincre d'un sourire, lui semblait une certitude de succès. « N'avez-vous pas acheté l'ancien hôtel du Villard, cette vieille bâtisse qui me touche ?» finit-il par demander brusquement. Le baron Hartmann eut une courte hésitation, puis il nia. Mais, le regardant en face, Mouret se mit à rire. Et il joua dès lors le rôle d'un bon jeune homme, le cœur sur la main, rond en affaires. « Tenez, monsieur le baron, puisque j'ai l'honneur inespéré de vous rencontrer, il faut que je me confesse. Oh, je ne vous demande pas vos secrets. Seulement, je vais vous confier les miens, persuadé que je ne saurais les placer en des mains plus sages. D'ailleurs, j'ai besoin de vos conseils. Il y a longtemps que je n'osais vous aller voir. » Il se confessa, en effet. Il raconta ses débuts. Il ne cacha même pas la crise financière qu'il traversait au milieu de son triomphe. Tout défila, les agrandissements successifs, les gains remis continuellement dans l'affaire, les sommes apportées par ses employés, la maison risquant son existence à chaque mise en vente nouvelle, où le capital entier était joué comme sur un coup de cartes. Pourtant, ce n'était pas de l'argent qu'il demandait, car il avait, en sa clientèle, une foi de fanatique. Son ambition devenait plus haute. Il proposait au baron une association dans laquelle le Crédit Immobilier apporterait le palais colossal qu'il voyait en rêve, tandis que lui, pour sa part, donnerait son génie et le fonds de commerce déjà créé. On estimerait les apports, rien ne lui paraissait d'une réalisation plus facile. « Qu'allez-vous faire de vos terrains et de vos immeubles ?» demandait-il avec insistance. « Vous avez une idée, sans doute. Mais je suis bien certain que votre idée ne vaut pas la mienne. Songez à cela. Nous bâtissons sur les terrains une galerie de vente. Nous démolissons ou nous aménageons les immeubles, et nous ouvrons les magasins les plus vastes de Paris, un bazar qui fera des millions. » Et il laissa échapper ce cri du cœur. «
Ah, si je pouvais me passer de vous. Mais vous tenez tout, maintenant. Et puis, je n'aurai jamais les avances nécessaires. Voyons, il faut nous entendre. Ce serait un meurtre. Comme vous y allez, cher monsieur, se contenta de répondre le baron Hartmann. Quelle imagination! Il hochait la tête, il continuait de sourire, décidé à ne pas rendre confidence pour confidence. Le projet du crédit immobilier était de créer, sur la rue du 10 décembre, une concurrence au Grand Hôtel, un établissement luxueux dont la situation centrale attirerait les étrangers. D'ailleurs, comme l'hôtel devait occuper seulement les terrains en bordure, le baron aurait pu quand même accueillir l'idée de Mouret, traité pour le reste du pâté de maison, d'une superficie très vaste encore. Mais il avait déjà commandité 2 amis d'Henriette. Il se lassait un peu de son faste de protecteur complaisant. Puis, malgré sa passion de l'activité, qui lui faisait ouvrir sa bourse à tous les garçons d'intelligence et de courage, le coup de génie commercial de Mouret l'étonnait plus qu'il ne le séduisait. N'était-ce pas une opération fantaisiste et imprudente, ce magasin gigantesque? Ne risquait-on pas une catastrophe certaine à vouloir élargir ainsi, hors de toute mesure, le commerce des nouveautés? Enfin, il ne croyait pas. Il refusait. Sans doute, l'idée peut séduire, disait-il. Seulement, elle est d'un poète. Où prendriez-vous la clientèle pour remplir une pareille cathédrale? Mouret le regarda un moment en silence, comme stupéfait de son refus. Était-ce possible? Un homme d'un tel flair, qui sentait l'argent à toutes les profondeurs? Et, tout d'un coup, il eut un geste de grande éloquence. Il montra ses dames dans le salon, en criant « La clientèle! Mais la voilà !» Le soleil pâlissait. La poussière d'or rouge n'était plus qu'une lueur blonde, dont l'adieu se mourait dans la soie des tentures et les panneaux des meubles. À cette approche du crépuscule, une intimité noyait la grande pièce d'une tiède douceur. Tandis que M. de Boves et Paul de Valagnosc causaient devant une des fenêtres, les yeux perdus au loin sur le jardin, ces dames s'étaient rapprochées, faisaient là, au milieu, un étroit cercle de jupes, d'où montaient des rires, des paroles chuchotées, des questions et des réponses ardentes, toute la passion de la femme pour la dépense et le chiffon. Elles causaient toilette. Madame de Boves racontait une robe de bal. D'abord, un transparent de soie mauve, et puis, là-dessus, des volants de vieille Alençon, hauts de 30 centimètres. « Oh, s'il est permis, interrompait madame Marty, il y a des femmes heureuses. » Le baron Hartmann, qui avait suivi le geste de Mouret, regardait ces dames, par la porte restée grande ouverte. Et il les écoutait d'une oreille, pendant que le jeune homme, enflammé du désir de le convaincre, se livrait davantage, lui expliquait le mécanisme du nouveau commerce des nouveautés. Ce commerce était basé maintenant sur le renouvellement continu et rapide du capital, qu'il s'agissait de faire passer en marchandises le plus de fois possible dans la même année. Ainsi, cette année-là, son capital, qui était seulement de 500 000 francs, venait de passer 4 fois et avait ainsi produit 2 millions d'affaires. Une misère, d'ailleurs, qu'on décuplerait, car il se disait certain de faire plus tard reparaître le capital 15 et 20 fois dans certains comptoirs. Vous entendez, monsieur le baron, toute la mécanique est là. C'est bien simple, mais il fallait le trouver. Nous n'avons pas besoin d'un gros roulement de fond. Notre effort unique est de nous débarrasser très vite de la marchandise achetée, pour la remplacer par d'autres, ce qui fait rendre au capital autant de fois son intérêt. De cette manière, nous pouvons nous contenter d'un petit bénéfice. Comme nos frais généraux s'élèvent au chiffre énorme de 16%, et que nous ne prélevons guère sur les objets que 20% de gain, c'est donc un bénéfice de 4% au plus. Seulement,
Cela finira par faire des millions. Lorsqu'on opérera sur des quantités de marchandises considérables et sans cesse renouvelées. Vous suivez, n'est-ce pas? Rien de plus clair. Le baron hocha de nouveau la tête. Lui, qui avait accueilli les combinaisons les plus hardies et dont on citait encore les témérités lors des premiers essais de l'éclairage au gaz, restait inquiet et têtu. « J'entends bien, répondit-il. Vous vendez bon marché pour vendre beaucoup, et vous vendez beaucoup pour vendre bon marché. Seulement, il faut vendre, et j'en reviens à ma question. À qui vendrez-vous? Comment espérez-vous entretenir une vente aussi colossale? » Un éclat brusque de voix, venu du salon, coupa les explications de Mouret. C'était madame Guibal qui aurait préféré les volants de vieil Alençon en tablier seulement. « Mais, ma chère, disait madame de Boves, le tablier en était couvert aussi. Jamais je n'ai rien vu de plus riche. »« Tiens, vous me donnez une idée, reprenait madame Desforges. J'ai déjà quelques mètres d'Alençon. Il faut que j'en cherche pour une garniture. » Et les voix tombèrent, ne furent plus qu'un murmure. Des chiffres sonnaient. Tout un marchandage fouettait les désirs. Ces dames achetaient des dentelles à pleines mains. « Eh, dit enfin Mouret, quand il put parler, on vend ce qu'on veut, lorsqu'on sait vendre. Notre triomphe est là. » Alors, avec sa verve provençale, en phrases chaudes qui évoquaient les images, il montra le nouveau commerce à l'œuvre. Ce fut d'abord la puissance décuplée de l'entassement, toutes les marchandises accumulées sur un point, se soutenant et se poussant. Jamais de chômage, toujours l'article de la saison était là. Et, de comptoir en comptoir, la cliente se trouvait prise, achetait ici l'étoffe, plus loin le fil, ailleurs le manteau, s'habillait, puis tombait dans des rencontres imprévues, cédait aux besoins de l'inutile et du joli. Ensuite, il célébra la marque en chiffres connus. La grande révolution des nouveautés partait de cette trouvaille. Si l'ancien commerce, le petit commerce agonisait, c'était qu'il ne pouvait soutenir la lutte des bas prix engagée par la marque. Maintenant, la concurrence avait lieu sous les yeux mêmes du public. Une promenade aux étalages établissait les prix. Chaque magasin baissait, se contentait du plus léger bénéfice possible. Aucune tricherie, pas de coup de fortune longtemps médité sur un tissu vendu le double de sa valeur, mais des opérations courantes, un tant pour cent régulier prélevé sur tous les articles, la fortune mise dans le bon fonctionnement d'une vente, d'autant plus large qu'elle se faisait au grand jour. N'était-ce pas une création étonnante? Elle bouleverserait le marché, elle transformait Paris, car elle était faite de la chair et du sang de la femme. « J'ai la femme. Je me fiche du reste, » dit-il dans un aveu brutal que la passion lui arracha. À ce cri, le baron Hartmann parut ébranlé. Son sourire perdait sa pointe ironique. Il regardait le jeune homme, gagné peu à peu par sa foi, pris pour lui d'un commencement de tendresse. « Chut !» murmura-t-il paternellement, « elles vont vous entendre. » Mais ces dames parlaient maintenant tout à la fois, tellement excitées qu'elles ne s'écoutaient même plus entre elles. Madame de Boves achevait la description de la toilette de soirée. Une tunique de soie mauve, drapée et retenue par des nœuds de dentelle, le corsage décolleté très bas, et encore des nœuds de dentelle aux épaules. « Vous verrez, disait-elle, je me fais faire un corsage pareil avec un satin. »« Moi, interrompait madame Bourdelais, j'ai voulu du velours. »« Oh, une occasion !» Madame Marty demandait. « Hein, combien la soie ?» Puis toutes les voix repartirent ensemble. Madame Guibal, Henriette, Blanche, mesuraient, coupaient, gâchaient. C'était un saccage d'étoffe, la mise au pillage des magasins, un appétit de luxe qui se répandait en toilettes jalousées et rêvées, un bonheur tel à être dans le chiffon qu'elles y vivaient enfoncées, ainsi que dans l'air tiède nécessaire à leur existence.
Mouret, cependant, avait jeté un coup d'œil vers le salon, et, en quelques phrases dites à l'oreille du baron Hartmann, comme s'il lui eût fait de ces confidences amoureuses qui se risquent parfois entre hommes, il acheva d'expliquer le mécanisme du grand commerce moderne. Alors, plus haut que les faits déjà donnés, au sommet, apparut l'exploitation de la femme. Tout y aboutissait, le capital sans cesse renouvelé, le système de l'entassement des marchandises, le bon marché qui attire, la marque en chiffres connue qui tranquillise. C'était la femme que les magasins se disputaient par la concurrence, la femme qu'ils prenaient au continuel piège de leurs occasions, après l'avoir étourdie devant leurs étalages. Ils avaient éveillé dans sa chair de nouveaux désirs. Ils étaient une tentation immense, où elle succombait fatalement, cédant d'abord à des achats de bonnes ménagères, puis gagnée par la coquetterie, puis dévorée. En décuplant la vente, en démocratisant le luxe, il devenait un terrible agent de dépense, ravageait les ménages, travaillait au coup de folie de la mode, toujours plus cher. Et si, chez eux, la femme était reine, adulée et flattée dans ses faiblesses, entourée de prévenances, elle y régnait en reine amoureuse, dont les sujets trafiquent et qui paye d'une goutte de son sang chacun de ses caprices. Sous la grâce même de sa galanterie, Mouret laissait ainsi passer la brutalité d'un juif vendant de la femme à la livre. Il lui élevait un temple, la faisait encenser par une légion de commis, créait le rite d'un culte nouveau. Il ne pensait qu'à elle, cherchait sans relâche à imaginer des séductions plus grandes. Et, derrière elle, quand il lui avait vidé la poche et détraqué les nerfs, il était plein du secret mépris de l'homme auquel une maîtresse vient de faire la bêtise de se donner. « Ayez donc les femmes, dit-il tout bas au baron, en riant d'un rire hardi. Vous vendrez le monde. » Maintenant, le baron comprenait. Quelques phrases avaient suffi. Il devinait le reste, et une exploitation si galante l'échauffait, remuait en lui son passé de viveur. Il clignait les yeux d'un air d'intelligence. Il finissait par admirer l'inventeur de cette mécanique à manger les femmes. C'était très fort. Il eut le mot de Bourdoncle, un mot que lui souffla sa vieille expérience. Vous savez qu'elles se rattraperont. Mais Mouret haussa les épaules, dans un mouvement d'écrasant dédain. Toutes lui appartenaient, étaient sa chose, et il n'était à aucune. Quand il aurait tiré d'elle sa fortune et son plaisir, il les jetterait en tas à la borne, pour ceux qui pourraient encore y trouver leur vie. C'était un dédain raisonné de méridional et de spéculateur. « Eh bien, cher monsieur, demanda-t-il pour conclure, voulez-vous être avec moi? L'affaire des terrains vous semble-t-elle possible? » Le baron, à demi conquis, hésitait pourtant à s'engager de la sorte. Un doute restait au fond du charme qui opérait peu à peu sur lui. Il allait répondre d'une façon évasive lorsqu'un appel pressant de ces dames lui évita cette peine. Des voix répétaient, au milieu de légers rires, « Monsieur Mouret, Monsieur Mouret !» Et comme celui-ci, contrarié d'être interrompu, feignait de ne pas entendre, Madame de Boves, debout depuis un moment, vint jusqu'à la porte du petit salon. « On vous réclame, Monsieur Mouret. Ce n'est guère galant de vous enterrer dans les coins pour causer d'affaires. » Alors, il se décida, et avec une bonne grâce apparente, un air de ravissement, dont le baron fut émerveillé. Tous deux se levèrent, passèrent dans le grand salon. « Mais je suis à votre disposition, mesdames, » dit-il en entrant, le sourire aux lèvres. Un brouhaha de triomphe l'accueillit. Il dut s'avancer davantage. Ces dames lui firent place au milieu d'elles. Le soleil venait de se coucher derrière les arbres du jardin. Le jour tombait, une ombre fine noyait peu à peu la vaste pièce. C'était l'heure attendrie du crépuscule.
cette minute de discrète volupté, dans les appartements parisiens, entre la clarté de la rue qui se meurt et les lampes qu'on allume encore à l'office. M. Debove et Valagnosc, toujours debout devant une fenêtre, jetaient sur le tapis une nappe d'ombre, tandis que, immobile dans le dernier coup de lumière qui venait de l'autre fenêtre, M. Marty, entré discrètement depuis quelques minutes, mettait son profil pauvre, une redingote étriquée et propre, un visage blêmi par le professorat, et que la conversation de ces dames sur la toilette achevait de bouleverser. « Est-ce toujours pour lundi prochain, cette mise en vente ?» demandait justement madame Marty. « Mais sans doute, madame, » répondit Mouret d'une voix de flûte, une voix d'acteur qu'il prenait quand il parlait aux femmes. Henriette alors intervint. « Vous savez que nous irons toutes. On dit que vous préparez des merveilles. »« Oh, des merveilles, » murmura-t-il d'un air de fatuité modeste. « Je tâche simplement d'être digne de vos suffrages. » Mais elle le pressait de questions. Madame Bourdelais, madame Guibal, Blanche elle-même, voulaient savoir. « Voyons, donnez-nous des détails, » répétait madame Debove avec insistance. « Vous nous faites mourir. » Et elle l'entourait, lorsqu'Henriette remarqua qu'il n'avait seulement pas pris une tasse de thé. Alors, ce fut une désolation. 4 d'entre elles se mirent à le servir, mais à la condition qu'il répondrait ensuite. Henriette versait, madame Marty tenait la tasse, pendant que madame Debove et madame Bourdelais se disputaient l'honneur de le sucrer. Puis, quand il eut refusé de s'asseoir et qu'il commença à boire son thé lentement, debout au milieu d'elles, toutes se rapprochèrent, l'emprisonnèrent du cercle étroit de leurs jupes, la tête levée, les regards luisants. Elle lui souriait. « Votre soie, votre Paris-Bonheur, dont tous les journaux parlent, » reprit madame Marty, impatiente. « Oh, » répondit-il, « un article extraordinaire, une faille à gros grains, souple, solide. Vous la verrez, mesdames, et vous ne la trouverez que chez nous, car nous en avons acheté la propriété exclusive. »« Vraiment ? Une belle soie à 5 francs 60 » dit madame Bourdelais enthousiasmée. « C'est à ne pas croire. » Cette soie, depuis que les réclames étaient lancées, occupait dans leur vie quotidienne une place considérable. Elles en causaient, elles se la promettaient, travaillées de désir et de doute. Et, sous la curiosité bavarde dont elles accablaient le jeune homme, apparaissait leur tempérament particulier d'acheteuse. Madame Marty, emportée par sa rage de dépense, prenant tout au bonheur des dames, sans choix, au hasard des étalages. Madame Guibal, s'y promenant des heures sans jamais faire une emplette, heureuse et satisfaite de donner un simple régal à ses yeux. Madame Debove, serrée d'argent, toujours torturée d'une envie trop grosse, gardant rancune aux marchandises qu'elle ne pouvait emporter. Madame Bourdelais, d'un flair de bourgeoise sage et pratique, à l'endroit aux occasions, usant des grands magasins avec une telle adresse de bonne ménagère, exempte de fièvre, qu'elle y réalisait de fortes économies. Henriette, enfin, qui, très élégante, y achetait seulement certains articles, ses gants, de la bonnetterie, tout le gros linge. Nous avons d'autres étoffes étonnantes de bon marché et de richesse, continuait Mouret de sa voix chantante. Ainsi, je vous recommande notre cuir d'or, un taffetas d'un brillant incomparable. Dans les soies de fantaisie, il y a des dispositions charmantes, des dessins choisis entre mille par notre acheteur, et comme velours, vous trouverez la plus riche collection de nuances. Je vous avertis qu'on portera beaucoup de draps cette année. Vous verrez nos matelassés, nos cheviotes. » Elle ne l'interrompait plus. Elle resserrait encore leur cercle, la bouche entr'ouverte par un vague sourire, le visage rapproché et tendu, comme dans un élancement de tout leur être vers le tentateur. Leurs yeux pâlissaient,
un léger frisson courait sur leur nuque. Et lui gardait son calme de conquérant au milieu des odeurs troublantes qui montaient de leur chevelure. Il continuait à boire, entre chaque phrase, une petite gorgée de thé, dont le parfum attiédissait ces odeurs plus âpres, où il y avait une pointe de fauve. Devant une séduction si maîtresse d'elle-même, assez forte pour jouer ainsi de la femme sans se prendre aux ivresses qu'elle exhale, le baron Hartmann, qui ne le quittait pas du regard, sentait son admiration grandir. « Alors, on portera du drap ?» reprit madame Marty, dont le visage ravagé s'embellissait de passions coquettes. « Il faudra que je voie. » Madame Bourdelais, qui gardait son œil clair, dit à son tour. « N'est-ce pas? La vente des coupons est le jeudi, chez vous. J'attendrai. J'ai tout mon petit monde à vêtir. » Et, tournant sa fine tête blonde vers la maîtresse de la maison, « Toi, c'est toujours Sauveur qui t'habille. »« Mon Dieu, oui, » répondit Henriette. « Sauveur est très cher, mais il n'y a qu'elle à Paris qui sache faire un corsage. Et puis, monsieur Mouret a beau dire, elle a les plus jolis dessins, des dessins qu'on ne voit nulle part. Moi, je ne peux pas souffrir de retrouver ma robe sur les épaules de toutes les femmes. » Mouret eut d'abord un sourire discret. Ensuite, il laissa entendre que madame Sauveur achetait chez lui ses étoffes. Sans doute, elle prenait directement chez les fabricants certains dessins dont elle s'assurait la propriété. Mais, pour les soieries noires, par exemple, elle guettait les occasions du bonheur des dames, faisait des provisions considérables qu'elle écoulait en doublant et en triplant les prix. Ainsi, je suis bien certain que des gens à elle vont nous enlever notre Paris bonheur. Pourquoi voulez-vous qu'elle aille payer cette soie en fabrique plus cher qu'elle ne la payera chez nous? Ma parole d'honneur, nous la donnons à perte. » Ce fut le dernier coup porté à ces dames. Cette idée d'avoir de la marchandise à perte fouettait en elles l'âpreté de la femme, dont la jouissance d'acheteuse est doublée quand elle croit voler le marchand. Il les savait incapables de résister au bon marché. « Mais nous vendons tout pour rien !» cria-t-il gaiement en prenant derrière lui l'éventail de madame Desforges, restée sur le guéridon. « Tenez, voici cet éventail. Vous dites qu'il a coûté ? » « Le Chantilly, 25 francs, et la monture, 200, dit Henriette. « Eh bien, le Chantilly n'est pas cher. Pourtant, nous avons le même à 18 francs. Quant à la monture, chère madame, c'est un vol abominable. Je n'oserais vendre la pareille plus de 90 francs. »« Je le disais bien, » cria madame Bourdelais. « 90 francs, murmura madame de Boves. Il faut vraiment ne pas avoir un sou pour s'en passer. » Elle avait repris l'éventail, l'examinait de nouveau avec sa fille Blanche, et, sur sa grande face régulière, dans ses larges yeux dormants, montait l'envie contenue et désespérée du caprice qu'elle ne pourrait contenter. Puis, une seconde fois, l'éventail fit le tour de ces dames, au milieu des remarques et des exclamations. Monsieur de Boves et Valagnosc, cependant, avaient quitté la fenêtre, tandis que le premier revenait se placer derrière madame Guibal, dont il fouillait du regard le corsage, de son air correct et supérieur. Le jeune homme se penchait vers Blanche, en tâchant de trouver un mot aimable. « C'est un peu triste, n'est-ce pas, mademoiselle, cette monture blanche avec cette dentelle noire ?»« Oh, moi, répondit-elle, toute grave, sans qu'une rougeur colorât sa figure soufflée. « J'en ai vu un en nacre et plume blanche. Quelque chose de virginal. » Monsieur de Boves, qui avait surpris sans doute le regard navré dont sa femme suivait l'éventail, dit enfin son mot dans la conversation. « Ça se casse tout de suite, ces petites machines. »« Ne m'en parlez pas, » déclara madame Guibal avec sa moue de belle rousse, jouant l'indifférence. « Je suis lasse de faire recoller les miens. » Depuis un instant, madame Marty, très excitée par la conversation,
retournait fiévreusement son sac de cuir rouge sur ses genoux. Elle n'avait pu encore montrer ses achats, elle brûlait de les étaler, dans une sorte de besoin sensuel. Et, brusquement, elle oublia son mari. Elle ouvrit le sac, sortit quelques mètres d'une étroite dentelle roulée autour d'un carton. « C'est cette Valencienne pour ma fille, dit-elle. Elle a 3 centimètres, et délicieuse, n'est-ce pas ? 1,90 franc. La dentelle passa de main en main. Ces dames se récriaient. Mouret affirma qu'il vendait ces petites garnitures au prix de fabrique. Pourtant, Madame Marty avait refermé le sac, comme pour y cacher des choses qu'on ne montre pas. Mais, devant le succès de la Valencienne, elle ne put résister à l'envie d'en tirer encore un mouchoir. Il y avait aussi ce mouchoir. De l'application de Bruxelles, ma chère. Oh, une trouvaille. 20 francs. Et, dès lors, le sac devint inépuisable. Elle rougissait de plaisir. Une pudeur de femme qui se déshabille la rendait charmante et embarrassée à chaque article nouveau qu'elle sortait. C'était une cravate en blonde espagnole de 30 francs. Elle n'en voulait pas, mais le commis lui avait juré qu'elle tenait la dernière et qu'on allait les augmenter. C'était ensuite une voilette en chantilly, un peu chère, 50 francs. Si elle ne la portait pas, elle en ferait quelque chose pour sa fille. « Mon Dieu, les dentelles, c'est si joli !» répétait-elle avec son sourire nerveux. « Moi, quand je suis là-dedans, j'achèterai le magasin. »« Et ceci ?» lui demanda madame Debove en examinant un coupon de guipure. « Ça, » répondit-elle, « c'est un entre-deux. Il y en a 26 mètres. 1 franc le mètre, comprenez-vous ?»« Tiens, » dit madame Bourdelais, surprise, « que voulez-vous donc en faire ?»« Ma foi, je ne sais pas, mais elle était si drôle de dessin. » À ce moment, comme elle levait les yeux, elle aperçut en face d'elle son mari terrifié. Il avait blêmi davantage. Toute sa personne exprimait l'angoisse résignée d'un pauvre homme qui assiste à la débâcle de ses appointements, si chèrement gagnés. Chaque nouveau bout de dentelle était pour lui un désastre, d'amères journées de professorat englouties, des courses au cachet dans la boue dévorées, l'effort continu de sa vie aboutissant à une gêne secrète, à l'enfer d'un ménage nécessiteux. Devant l'effarement croissant de son regard, elle voulut rattraper le mouchoir, la voilette, la cravate. Et elle promenait ses mains fiévreuses. Elle répétait avec des rires gênés. « Vous allez me faire gronder par mon mari. » « Je t'assure, mon ami, que j'ai été encore très raisonnable, car il y avait une grande pointe de 500 francs. Oh, merveilleuse !»« Pourquoi ne l'avez-vous pas achetée ?» dit tranquillement madame Guibal. « Monsieur Marty est le plus galant des hommes. » Le professeur dut s'incliner, en déclarant que sa femme était bien libre. Mais, à l'idée du danger de cette grande pointe, un froid de glace lui avait coulé dans le dos. Et, comme Mouret affirmait justement que les nouveaux magasins augmentaient le bien-être des ménages de la bourgeoisie moyenne, il lui lança un terrible regard, l'éclair de haine d'un timide qui n'ose étrangler les gens. D'ailleurs, ces dames n'avaient pas lâché les dentelles. Elles s'en grisaient, les pièces se déroulaient, allaient et revenaient de l'une à l'autre, les rapprochant encore, les liant de fils légers. C'était, sur leurs genoux, la caresse d'un tissu miraculeux de finesse, où leurs mains coupables s'attardaient. Et elles emprisonnaient Mouret plus étroitement. Elles l'accablaient de nouvelles questions. Comme le jour continuait de baisser, il devait par moments pencher la tête, effleurer de sa barbe leur chevelure, pour examiner un point, indiquer un dessin. Mais, dans cette volupté molle du crépuscule, au milieu de l'odeur échauffée de leurs épaules, il demeurait quand même leur maître, sous le ravissement qu'il affectait. Il était femme. Elle se sentait pénétrée et possédée par ce sens délicat
qu'il avait de leur être secret, et elles s'abandonnaient, séduites, tandis que lui, certain dès lors de les avoir à sa merci, apparaissait, trônant brutalement au-dessus d'elles, comme le roi despotique du chiffon. « Oh, monsieur Mouret, monsieur Mouret !» balbutiaient des voix chuchotantes et pâmées au fond des ténèbres du salon. Les blancheurs mourantes du ciel s'éteignaient dans les cuivres des meubles. Seules, les dentelles gardaient un reflet de neige sur les genoux sombres de ces dames. Dont le groupe confus semblait mettre autour du jeune homme de vagues agenouillements de dévotes. Une dernière clarté luisait au flanc de la théière, une lueur courte et vive de veilleuse qui aurait brûlé dans une alcôve attiédie par le parfum du thé. Mais, tout d'un coup, le domestique entra avec 2 lampes et le charme fut rompu. Le salon s'éveilla, clair et gai. Madame Marty replaçait les dentelles au fond de son petit sac. Madame de Boves mangeait encore un baba, pendant qu'Henriette, qui s'était levée, causait à demi-voix avec le baron dans l'embrasure d'une fenêtre. « Il est charmant, » dit le baron. « N'est-ce pas ?» laissa-t-elle échapper dans un cri involontaire de femme amoureuse. Il sourit. Il la regarda avec une indulgence paternelle. C'était la première fois qu'il la sentait conquise à ce point. Et, trop supérieur pour en souffrir, il éprouvait seulement une compassion à la voir aux mains de ce gaillard si tendre et si parfaitement froid. Alors, il crut devoir la prévenir. Il murmura sur un ton de plaisanterie. « Prenez garde, ma chère. Il vous mangera toutes. » Une flamme de jalousie éclaira les beaux yeux d'Henriette. Elle devinait sans doute que Mouret s'était simplement servi d'elle pour se rapprocher du baron. Et elle jurait de le rendre fou de tendresse, lui dont l'amour d'homme pressé avait le charme facile d'une chanson jetée à tous les vents. « Oh !» répondit-elle, en affectant de plaisanter à son tour. « C'est toujours l'agneau qui finit par manger le loup. » Alors, très intéressé, le baron l'encouragea d'un signe de tête. Elle était peut-être la femme qui devait venir et qui vengerait les autres. Lorsque Mouret, après avoir répété à Valagnosc qu'il voulait lui montrer sa machine en branle, se fut approché pour dire adieu, le baron le retint dans l'embrasure de la fenêtre, en face du jardin noir de ténèbres. Il cédait enfin à la séduction. La foi lui était venue, en le voyant au milieu de ces dames. Tous 2 causèrent un instant à voix basse. Puis le banquier déclara : « Eh bien, j'examinerai l'affaire. Elle est conclue, si votre vente de lundi prend l'importance que vous dites. » Ils se serrèrent la main et Mouret, l'air ravi, se retira, car il dînait mal quand il n'allait pas, le soir, jeter un coup d'œil sur la recette du bonheur des dames.